Comment retrouver confiance en soi quand on souffre au travail? Voici le plan d'action pour sortir de la spirale. La toute première étape, c'est d'oser regarder la réalité en face et de mettre des mots sur ce que vous traversez. Tant qu'on reste dans le flou, tant qu'on se dit c'est juste une mauvaise passe ou ça ira mieux après les vacances, il n'y a rien qui change vraiment. Le cercle vicieux continue, souvent en silence. Souvent, la prise de conscience ne vient pas d'un événement spectaculaire, mais elle va venir d'une accumulation. Ce matin, vous sentez la boule au ventre avant même d'ouvrir votre ordinateur. Le soir où vous rentrez chez vous, vidé, lessivé, incapable de décrocher, même en famille. Ou ce moment où, en réunion, vous vous surprenez à penser à quoi bon parler, de toutes les façons, on ne m'écoute pas. Parfois, c'est peut-être juste une remarque d'un proche. Tu n'es plus le même, tu es tout le temps ailleurs. Ou bien une question de vos enfants. Pourquoi tu es toujours fatigué, papa, maman? On a tendance à minimiser, à se dire que tout le monde vit ça. On se compare, on se dit je vais pas me plaindre, d'autres ont pire, ou c'est le prix à payer pour réussir. Mais ce discours intérieur, c'est souvent une façon de ne pas affronter ce qui fait mal. Le vrai déclic, il arrive quand on accepte d'arrêter de fuir. Quand on se pose la question, est-ce que ce que je vis aujourd'hui, je l'accepterai pour un ami, pour mon enfant? Est-ce que j'ai envie de continuer comme ça dans 6 mois, un an? Qu'est-ce que ça me coûte vraiment à moi et à ceux que j'aime? Mettre des mots, c'est aussi reconnaître que la souffrance au travail ne se voit pas toujours de l'extérieur. On peut continuer à assurer, à donner le change, à sourire en réunion, tout en s'effondrant à l'intérieur. Et il faut du courage pour regarder en face ce qui ne va pas, parce qu'on a peur de passer pour fragile, pour celui qui craque, ou simplement parce qu'on ne sait pas par où commencer. Mais cette honnêteté, c'est la première vraie étape du changement. C'est comprendre qu'on n'est pas fou, qu'on n'est pas faible, qu'il y a des mécanismes à l'œuvre qui peuvent toucher n'importe qui. C'est aussi accepter qu'on n'a pas à tout porter seul ni à tout régler d'un coup. Si vous vous reconnaissez dans ces ressentis, prenez le temps d'écrire ce que vous vivez, de le partager avec quelqu'un de confiance ou simplement de le formuler pour vous-même. C'est déjà sortir du brouillard et c'est le premier pas pour reprendre la main. Maintenant, comment retrouver du pouvoir sur ce qui dépend vraiment de vous, même quand tout semble vous échapper? Quand on traverse une période de souffrance au travail, on a vite l'impression que tout nous échappe. La pression vient de partout, de la hiérarchie, des collègues, des objectifs qui changent sans cesse, des urgences qui s'empilent. On finit par croire qu'on n'a plus aucune marge de manœuvre, que tout est imposé de l'extérieur. Mais il y a toujours une part, même minuscule, sur laquelle on peut agir. Et c'est là que commence le vrai changement, en reprenant la main sur ce qui dépend vraiment de vous. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter que vous ne pourrez pas, du jour au lendemain, changer votre manager, réorganiser l'entreprise ou transformer la culture du service. Mais vous pouvez choisir chaque jour une ou deux choses sur lesquelles vous avez encore du pouvoir. Par exemple, décider de prendre une vraie pause, même courte, sans culpabiliser. Choisir de répondre à certains mails à tête reposée plutôt que dans l'urgence. Dire non à une demande qui déborde clairement de vos missions ou au moins négocier un délai. Prendre le temps de relire ce que vous avez accompli dans la semaine au lieu de ne voir que ce qui reste à faire. Et ça s'arrête pas au travail. Reprendre la main, c'est aussi s'autoriser à investir dans sa vie personnelle, même quand tout semble accaparé par le boulot. Ça peut vouloir dire bloquer un créneau fixe chaque semaine pour une activité qui vous ressource. Sport, lecture, jardinage, musique, balade, ce que vous voulez. Ça peut vouloir dire lancer un projet personnel qui vous tient à cœur, même tout petit. Écrire, bricoler, apprendre une nouvelle compétence, s'engager dans une association, etc. Ça peut être décider que certains soirs ou certains week-ends, le travail n'aura pas sa place et s'y tenir, même si ce n'est pas parfait. Ces choix-là, ce sont des micro-actes de résistance. C'est pas du luxe ni de l'égoïsme, c'est vital pour retrouver un peu d'air, d'énergie et rappeler à votre cerveau que votre vie ne se résume pas à votre travail. Souvent, le piège, c'est de vouloir tout changer d'un coup. À partir de demain, je reprends tout en main. Je pose mes limites et je dis non à tout ce qui ne me convient pas. Sauf que dans la réalité,
C'est que la confiance se construit dans les petites victoires, pas dans les grandes révolutions. Alors, posez-vous la question, qu'est-ce qui aujourd'hui ne dépend que de moi? Sur quoi puis-je agir, même à petite échelle, pour reprendre un peu de contrôle? Quelle micro-décision puis-je prendre, rien que pour moi, qui me redonne un peu d'espace ou de plaisir? Parfois, c'est aussi simple que de s'accorder 1 heure pour avancer sur un projet personnel ou de retrouver un loisir qu'on avait laissé de côté. C'est comme ça, en reprenant la main sur ces détails du quotidien et sur votre vie en dehors du travail, que vous retrouvez peu à peu confiance, énergie et clarté. Maintenant, on va voir comment travailler sur ses croyances et son discours intérieur pour ne plus se laisser piéger par les pensées automatiques qui sapent la confiance. Quand la confiance en soi vacille, ce n'est pas seulement à cause de ce qui se passe autour de vous, c'est aussi et surtout à cause de ce qui se passe à l'intérieur, ce que vous vous dites, les histoires que vous vous racontez, les jugements que vous portez sur vous-même. On a tous une petite voix intérieure. Parfois elle encourage, tu as déjà surmonté pire. Mais quand la souffrance s'installe, cette voix devient souvent un juge ou même un saboteur. Tu n'es pas assez bon, tu n'y arriveras jamais, tu fais semblant, un jour tout le monde va s'en rendre compte. Les autres sont plus rapides, plus organisés, plus légitimes que toi. Si tu demandes de l'aide, tu vas passer pour un incapable. Et je peux vous le dire en toute transparence, pendant des années, cette phrase, tu fais semblant, un jour tout le monde va s'en rendre compte, je l'ai vraiment cru. C'était une conviction profonde qui me suivait partout, même quand tout semblait bien aller de l'extérieur. Même avec de bons résultats, des compliments, une reconnaissance officielle, il y avait toujours cette petite voix. Tu bluffes, t'es pas légitime, tu vas finir par te faire démasquer. Je sais à quel point ça peut être usant et à quel point on peut finir par y croire. Ces pensées ne sont pas des vérités, mais sur le moment, elles semblent réellement indiscutables. Et plus on les écoute, plus elles prennent de la place jusqu'à colorer tout ce qu'on vit au travail et parfois même à la maison. Prenons quelques situations concrètes. Vous terminez un projet, et au lieu de ressentir de la fierté, la première pensée qui surgit, c'est: j'ai eu de la chance, un coup de bol. La prochaine fois, je vais sûrement me planter. En réunion, vous hésitez à prendre la parole. Si je parle, on va me juger, et si je me trompe, ce sera la honte devant tout le monde. Bien après la remarque d'un collègue ou d'un manager: il a raison, je suis pas à la hauteur, je devrais bosser plus ou laisser ma place. Ou encore à la maison, en repensant à la journée: putain, j'ai pas su dire non, je suis trop faible, je suis vraiment trop nul, je mérite pas ce poste. Travailler sur ses croyances, c'est pas essayer de se convaincre que tout va bien, ni de se répéter des phrases positives qui sonnent faux, ça marche pas ça. C'est d'abord apprendre à repérer ses pensées automatiques, à les observer sans les juger. Vous pouvez par exemple les noter dans un carnet ou les dire à voix haute pour prendre du recul. Travailler cette observabilité. Par exemple, c'est vous demander: est-ce que ce que je me dis là, c'est un fait ou juste une interprétation? Si un ami me parlait comme ça, est-ce que je le croirais? Est-ce que je le laisserais faire? Un autre levier puissant, c'est de s'autoriser à se parler comme un ami. Ça marche bien, ça. Si un collègue venait vous voir, découragé, fatigué, jamais vous lui diriez: t'es nul, t'y arriveras jamais. Alors, pourquoi se le dire à soi-même? Essayez juste une fois d'adresser à vous-même la même compassion, la même indulgence que vous offririez à quelqu'un que vous appréciez. Il y a aussi toutes ces croyances héritées du passé ou de l'environnement professionnel. Je dois être parfait. Je peux pas dire non. Si je demande de l'aide, on va penser que je suis pas à la hauteur. Je dois tout gérer seul, sinon je perds la face. Ces croyances, souvent, ne viennent pas de vous, mais de ce qu'on vous a répété, de ce que vous avez vu autour de vous ou de la culture d'entreprise. Ce travail demande du temps, de la patience et parfois un vrai effort de lucidité. C'est un travail sur soi à mener. Mais chaque fois que vous réussissez à prendre du recul, à remettre en question une pensée toxique, bah vous reprenez un peu de pouvoir sur votre confiance. C'est pas une question de penser positif à tout prix, vous avez compris. C'est un vrai apprentissage, celui de ne plus croire aveuglément tout ce que vous vous racontez dans les moments de doute et de vous ouvrir à d'autres manières de vous parler. Parfois, il suffit d'une question clé pour amorcer un tel changement. Par exemple: et si cette pensée n'était pas la réalité? Qu'est-ce que je ferais différemment? Et si je me donnais le droit à l'erreur? Qu'est-ce que ça changerait dans ma journée? Ce sont des petits pas, bien sûr, mais ils font toute la différence sur la durée.
Du coup, stop à l'isolement, il est temps de parler, de s'appuyer sur les bonnes personnes et de sortir la tête de l'eau pour y voir plus clair. Quand on traverse une période de doute ou de souffrance au travail, le premier réflexe, c'est souvent de se replier sur soi. On se dit, je vais régler ça tout seul, je ne veux pas déranger, ou personne ne peut comprendre ce que je vis, ça n'arrive pas aux autres. Sauf que l'isolement, c'est un piège. Plus on garde pour soi ses difficultés, plus elles prennent de la place et plus la confiance s'effrite. Recréer un nouvel, recréer ou créer un environnement de soutien, c'est pas forcément trouver le mentor idéal ou une équipe parfaite. C'est d'abord repérer dans son entourage professionnel ou personnel les personnes avec qui vous pouvez être vous-même, vous pouvez parler vrai, sans masque. Ce collègue qui ne juge pas, même s'il n'a pas toutes les réponses. Cet ami ou ce proche qui écoute sans donner de leçons. Parfois, un ancien collègue, un membre d'un réseau ou même un professionnel extérieur, peu importe. Parler, c'est déjà sortir du cercle vicieux, parler sans qu'il y ait un jugement. Parfois, le simple fait de mettre des mots sur ce qu'on vit à voix haute permet de prendre ce recul, de voir la situation autrement ou de relâcher la pression. Mais il y a aussi une dimension active. Créer un environnement de soutien, c'est oser demander de l'aide, même si ce n'est pas dans votre culture, même si on a toujours été celui qui gère. C'est accepter qu'on ne peut pas tout porter seul, ni tout résoudre sans appui. Voici quelques exemples concrets. Proposer à un collègue de débriefer après une réunion difficile, juste pour partager ce qu'on a ressenti. Prendre l'habitude d'échanger avec un père d'un autre service pour sortir de sa bulle et voir d'autres façons de faire. S'autoriser à parler de ses doutes à la maison, même brièvement, pour pas tout garder à l'intérieur. Rejoindre un groupe, une communauté ou un espace d'écoute, même si c'est sur Internet. Quelque part où on peut partager sans crainte d'être jugé. Ce qui compte, c'est pas la quantité de soutien, mais la qualité. Une ou deux personnes de confiance suffisent souvent à faire la différence. Et il ne faut pas sous-estimer l'impact du soutien passif. Parfois, le simple fait de savoir qu'on n'est pas seul, qu'on a quelqu'un à qui parler si besoin, allège déjà bien largement le poids de la situation. Sortir de l'isolement, c'est aussi se donner la permission de demander, de recevoir et de s'ouvrir à d'autres perspectives. C'est un acte de courage, pas un aveu de faiblesse. S'entourer, c'est bien, mais sans cap, on avance au hasard. Maintenant, il est temps de reprendre la barre et de décider ce qui compte vraiment pour vous. En effet, avant d'aller plus loin, il faut être clair. La confiance en soi ne tombe pas du ciel. Pour retrouver ou renforcer sa confiance, il ne suffit pas de se répéter qu'on est capable ou de chercher à plaire à tout le monde. La vraie confiance, celle qui tient dans la durée, naît quand on sait où on va et pourquoi on avance. C'est quand on s'aligne sur ses propres valeurs, qu'on arrête de vivre uniquement pour répondre aux attentes des autres, qu'on commence à se sentir solide, légitime, à sa place. Autrement dit, plus vous avancez dans une direction qui a du sens pour vous, plus vous renforcez votre confiance pas à pas. Imaginez, vous êtes en réunion, encore une, à discuter d'un projet qui vous parle plus vraiment. Vous regardez autour de la table, tout le monde semble absorbé, concentré. Mais dans votre tête, ça tourne en boucle. Qu'est-ce que je fais là? À quoi ça rime tout ça? J'ai l'impression de m'être perdu en route. J'ai vécu ce genre de moment. Ce moment où on réalise qu'on a coché toutes les cases, répondu à toutes les attentes, mais qu'au fond, on sait même plus ce qui nous anime. On avance, on avance en pilote automatique. On dit oui à tout, on s'adapte, on encaisse. Et on oublie peu à peu ce qui faisait sens au départ, ce qui nous anime. C'est là que tout change. Le jour où on décide d'arrêter de subir et de se demander qu'est-ce qui est non négociable pour moi? Qu'est-ce que je ne veux plus sacrifier, même pour le travail? Quelles sont mes vraies priorités au-delà des objectifs qu'on m'impose? Cette réflexion, elle peut commencer par une simple lassitude, un ras-le-bol, ou par une envie de retrouver un peu de soi dans le chaos du quotidien. C'est souvent inconfortable, je vous l'accorde, parce que ça vous oblige à regarder en face ce que vous avez mis de côté, ses envies, ses valeurs, ses limites. Prenons un exemple concret. Un manager réalise que son équilibre familial est une valeur centrale. Il ne va pas tout plaquer, mais il décide de refuser une réunion tardive ou de bloquer un soir par semaine pour sa famille, même si ça ne se fait pas. Ou bien on a cette cadre qui, après des années à courir après la reconnaissance, se rend compte que ce qui l'a fait vibrer,
c'est d'apprendre, de progresser. Elle s'accorde 1 heure par semaine pour une formation ou pour avancer sur un projet personnel, même si c'est pas rentable pour l'entreprise. Parfois, ce cap, c'est simplement retrouver un espace de liberté, reprendre une activité délaissée, musique, sport, bénévolat. Osez dire non à ce qui ne vous correspond plus, même si ce n'est qu'une fois sur 10 au début. Choisir de ne plus accepter certains compromis, même petits, mais qui vous éloignent de tout ce que vous voulez vraiment. Et c'est là que la confiance en soi commence à revenir. Parce qu'à chaque choix, aligné avec vos valeurs, vous vous prouvez que vous avez du pouvoir sur votre vie. Vous cessez d'être uniquement défini par les attentes ou les jugements extérieurs. Vous retrouvez la sensation d'être acteur ou actrice de votre quotidien et pas juste spectateur. Ce qui est puissant, c'est que ce cap ne dépend de personne d'autre que de vous. Personne ne peut vous dire ce qui est juste pour vous, ni votre manager, ni vos collègues, ni même votre entourage. C'est un travail d'introspection, parfois inconfortable, mais profondément libérateur. Pour vous aider, quelques questions à vous poser. Qu'est-ce qui me manque le plus aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aimais faire avant que j'ai laissé de côté? Si j'avais pas peur du regard des autres, qu'est-ce que je changerais tout de suite? Qu'est-ce que je veux transmettre à mes enfants, à mon équipe, à moi-même? Se fixer un cap, c'est pas trouver la solution miracle. C'est accepter de se donner une direction même floue et d'avancer vers elle pas à pas. Et surtout, c'est se rappeler que la réussite, c'est pas seulement cocher des cases ou atteindre des objectifs imposés. C'est aussi et surtout de se sentir aligné avec ses propres valeurs, retrouver du sens et ne plus avoir l'impression de se trahir au quotidien. C'est là que la confiance en soi se reconstruit, pas à pas. Maintenant, il reste à avancer et à accepter que le chemin se passe par étapes, sans attendre la perfection ni la solution miracle. Pour renforcer sa confiance en soi, il faut accepter une vérité. Le chemin ne sera jamais linéaire ni parfait. La tentation est grande de chercher la recette magique, la méthode qui va tout régler en une semaine, le déclic qui efface d'un coup les doutes et la fatigue accumulée. Sauf que, dans la vraie vie, la confiance, elle revient par petits pas, parfois même en trébuchant. J'ai longtemps cru qu'il fallait attendre d'être prêt, d'avoir toutes les réponses pour oser changer quelque chose. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est d'agir, même imparfaitement, même si la peur ou le doute sont encore là. C'est oser, dire non une fois, même si on n'a pas osé les 10 fois précédentes. Prendre 1 heure pour soi, même si le reste de la semaine est encore sous pression. C'est partager un ressenti à un collègue ou à un proche, même si c'est maladroit. Lancer un projet personnel, même petit, même si personne ne le voit. Chaque micro-action, chaque pas, c'est une victoire sur l'immobilisme. C'est comme un entraînement. Plus on avance, plus on se prouve à soi-même qu'on n'est pas condamné à subir, qu'on peut choisir, même à toute petite échelle. Et il y aura des jours où ça semblera reculer, où la fatigue et le doute reprendront le dessus. Et c'est normal. La confiance en soi, c'est pas un état permanent, c'est une dynamique. Elle se reconstruit, elle se fragilise, elle se renforce à force de pratique. Le piège, c'est de croire qu'on doit attendre d'être sûr de soi pour agir. En réalité, c'est l'action, même toute petite, qui va nourrir la confiance. C'est en avançant, en expérimentant qu'on découvre ses ressources, qu'on apprend à se faire confiance. Pas besoin d'attendre la solution miracle, ni de tout réussir du premier coup. Si vous vous surprenez à penser je suis pas prêt, je dois d'abord régler ceci ou cela, rappelez-vous, c'est en commençant même petit que la confiance revient. La réussite, c'est pas de jamais douter, c'est d'oser avancer malgré le doute et de se donner le droit à l'erreur. Si je devais résumer ce que j'ai compris, c'est que la confiance en soi ne revient jamais d'un coup. Il n'y a pas de déclic magique. Il n'y a pas de mentor qui va tout débloquer, pas de méthode clé en main qui va effacer les années de doute et de fatigue. La confiance, c'est un chemin. Et ce chemin, il se fait en marchant. Sauf que voilà, quand on souffre au travail, on rêve d'un grand tournant, d'une rupture nette, d'une transformation radicale. On se dit, le jour où je trouverai le bon job, le bon manager, la bonne organisation, alors ce jour-là, tout changera. Ou alors on se dit, il me faudrait une formation, un coaching, un événement qui me donne enfin la force de tout remettre à plat. En réalité, la confiance se reconstruit dans les petits pas, ceux qu'on ose faire même quand on doute encore. C'est accepter de commencer imparfaitement, de trébucher, de revenir en arrière parfois,
mais en tout cas de jamais rester figé. Prenez l'exemple de quelqu'un qui veut retrouver du plaisir au travail. C'est pas en changeant tout du jour au lendemain que ça va se jouer. C'est peut-être au début de s'autoriser à prendre une vraie pause déjeuner, de dire non à une réunion inutile ou de relancer un projet personnel laissé de côté. C'est aussi accepter que certains jours, il n'y aura pas de progrès visible, que la fatigue ou le doute reviendront et que c'est parfaitement normal. La clé, c'est la régularité. Le fait de se donner la permission d'avancer à son rythme, de célébrer chaque micro-victoire, même invisible pour les autres. C'est aussi d'oser demander de l'aide quand on sent qu'on stagne ou de partager ses avancées avec quelqu'un de confiance pour pas perdre de vue le chemin parcouru. Vous pouvez vous inspirer de cette logique. Plutôt que de viser tout ou rien, essayez un petit pas chaque semaine. Plutôt que de vous juger sur ce qu'il reste à faire, regardez ce que vous avez déjà osé changer. Plutôt que d'attendre un feu vert extérieur, donnez-vous le droit à l'erreur, à l'imperfection, à l'essai. C'est ce mouvement, cette dynamique d'expérimentation qui va nourrir la confiance en soi bien plus que la réussite parfaite. Et c'est souvent en avançant même à tâtons qu'on découvre ses ressources, ses envies et qu'on retrouve la sensation d'être vivant, acteur de sa trajectoire. Vous doutez? Avancez quand même d'un millimètre. Vous avez peur de vous tromper? Rappelez-vous que c'est en osant essayer que la confiance se reconstruit, pas en attendant d'être prêt à 100%. Personne ne vous demande d'être parfait, ni de tout réussir du premier coup. Ce qui compte, c'est d'oser avancer malgré le doute et de vous donner le droit d'apprendre en chemin. Il n'y a pas de raccourci, pas de solution miracle, mais il existe un vrai plan pour retrouver confiance, énergie et alignement, même quand ça va pas. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce que vous allez oser commencer, même petit, dès aujourd'hui? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez déjà fait un pas essentiel, celui de regarder la vérité en face et de ne plus accepter la fatalité. Personne ne mérite de rester piégé dans la souffrance ni de sacrifier sa confiance ou son bien-être pour réussir professionnellement. Retenez bien une chose, la confiance en soi, c'est une construction, c'est pas un don, c'est pas quelque chose d'inné forcément. Elle se reconstruit à chaque petit pas, à chaque choix aligné, à chaque fois que vous oserez avancer, même si c'est pas parfait. Et vous n'êtes pas obligé de faire ce chemin tout seul. C'est pour accompagner les personnes qui veulent renforcer leur confiance, s'affirmer et avancer avec plus de clarté et de sérénité que j'ai créé la formation Confiance Zen et Forte. C'est un programme en ligne pensé pour vous aider à construire une confiance solide, que vous soyez en transition, en quête de sens ou simplement prêt à passer un cap dans votre vie professionnelle. Bon, par contre, les inscriptions ne sont pas ouvertes en permanence. J'ouvre les portes à seulement certains moments de l'année pour accompagner chaque groupe dans les meilleures conditions. Cliquez sur le lien sous la vidéo ou dans la description pour vérifier si les inscriptions sont actuellement ouvertes ou pour vous inscrire sur la liste d'attente et être prévenu en priorité lors de la prochaine session. Et pour recevoir chaque semaine des conseils concrets, des outils, des partages pour renforcer votre confiance, votre énergie, votre équilibre professionnel, inscrivez-vous à la newsletter Zen Effort. C'est gratuit, sans engagement et le lien est juste sous la vidéo dans la description. N'oubliez pas, votre réussite, c'est aussi votre bien-être. Vous n'avez pas à choisir entre les deux. Alors je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.